C'est quoi votre plus gros fou rire? Moi, il y a le tournage de la liste de Deschamps. On parle de Karim Benzema qui ne sera jamais pris. Tibor, Kovacs, Karim. Mais non. Ça va Karim? On met 2 heures à tourner ce truc. Quand on chie sur l'équipe de Brentford ou Non, de Sheffield. On dirait l'équipe de Pouf Souffle. Notamment Walid, c'est peut-être un peu la grande gueule, Elton Mais il est con aussi. Tu sais il ressemble à qui? Il ressemble au mec qui meurt dans le 4 de Harry Potter. Cédric Digo. C'est Pattinson. C'est Pattinson. On avait zéro audience, rien du tout. Et très rapidement, ces mecs-là nous ont dit que c'était bien ce qu'on faisait. Et Walid en 2014, c'est juste, entre guillemets, juste un mort du foot. Moi, j'en ai pas vu des mecs comme lui. Autant passionné, qui travaille autant. En fait, il est arrivé pile au bon moment en plus. Elton Mokolo qui nous rejoint. Bonsoir Elton. Merci. Alors Elton, vraiment. Le glow. Vraiment Elton, félicitations. Aujourd'hui, le meilleur joueur de football du monde, c'est pas Ousmane Dembélé. Ça colle pas. Les mecs calmes, ça colle pas à Marseille. C'est pas de la masturbation de dire que cette ville vit pour l'OM, c'est vrai. Merci Thomas, merci Romain d'avoir répondu présent. Bah merci, c'était cool. Merci à toi, c'était sympa. Allez. Et bah merci, à la prochaine. Et bah abonnez-vous, voilà. Merci à toi. Merci beaucoup donc. On va Très vous beau présenter studio, quand même. Merci. Alors c'est pas un studio, c'est vraiment chez quelqu'un. On a vraiment mis le lit contre un mur derrière, mais sinon tout va bien. L'objectif c'est qu'on revienne un peu voilà, sur votre parcours, la création un peu du WSC et du Club des 5. Et donc c'est pour ça que bon, pour ceux qui vous connaissent pas, j'imagine qu'il y en a. On va vous présenter. Donc, j'ai mes petites fiches comme ça. Si je fais une erreur, vous me dites. T'as un Wikipédia, toi? Il n'y a pas de Wikipédia. Il n'y a aucun Wikipédia. J'ai cherché. Walid en a un. Walid, il a un Wikipédia? Avec que des. J'ai peut-être à le remplir un petit peu. Dire des vérités un petit peu. C'est un wiki, mais avec beaucoup d'erreurs. Que des erreurs. Mal écrit, j'imagine. Mal écrit. Des fautes. Exactement. C'est peut-être Walid qui l'a fait, je pense. S'il y a des fautes, c'est lui. Donc Romain, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as cofondé, donc avec 4 amis, mais tu vas nous en parler un peu avec 3 après. 3 amis, mais vous êtes 4. Ouais. Ça s'appelle le Club des 5, mais vous êtes 4. Donc c'est une émission donc, sur YouTube qui revient donc, vraiment sur l'actualité du foot européen. Et en parallèle, tu es aussi donc, avec Thomas, présentateur donc, du Winamax FC sur Winamax. Tu es également... Remplaçant. Joker. Joker de luxe. Joker, ouais. Mais tu es aussi donc, à la radio sur France Bleu, où tu as une chronique sur le PSG. Donc tu es aussi chez Infosport et tu es évidemment supporter du plus grand club de France. Je te laisse finir. Le champion de France, quoi. Exactement. Le Paris Saint-Germain. Futur vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Peut-être. C'est moi qui l'ai dit. Thomas, tu dis pour nous noircir. Non, c'est pas pareil. Si, c'est complètement l'objectif. Ouais. C'est faux. Toi, Thomas, donc, on a dit, t'es le présentateur. Alors, est-ce qu'on dit historique, titulaire, tu dis quoi, toi? Le présentateur. Le présentateur. Il faut savoir qu'il avait déjà ce melon avant. Ah bon? C'est-à-dire que avant d'être quelqu'un, il avait déjà le melon. Peut-être quelqu'un, c'est Walou. Non, ouais, présentateur de WFC, ouais. Donc, t'es le présentateur du WSC chez Winamax, mais tu réalises aussi, t'as le format l'interview. Donc, tu interviews donc pas mal d'acteurs du jeu, t'as fait des coachs et des joueurs. Et donc, depuis 2023, t'es aussi consultant pour la chaîne L'équipe. C'est ça. Et tu es donc également supporter du plus grand club de France. Oui, l'Olympique de Marseille. Ok, génial. Donc pour commencer... C'est Jacques Martin maintenant, l'émission, c'est ça, tout le monde est gagnant. On va chanter après. Ah d'accord, ok. Pour commencer, on a fait nos petites recherches sur vous. Donc on va vous monter 2-3 vidéos. Donc l'objectif c'est que vous regardiez. T'es allé sur mon Facebook? Non, on n'est pas allé jusque là. Mais on est remonté. Mon Facebook, faut vraiment que je le vide. Ah ouais? Ouais, on est remonté pas mal en arrière quand même. Okay. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Vous voilà, n'hésitez pas à réagir dessus, à nous dire un peu la période à laquelle c'était. Si j'ai des cheveux, c'est que ça. Non, t'inquiète. Hop, je vous donne mon téléphone. Vous avez que juste à swiper à gauche et à droite. Oh la tête. Faut qu'on fasse quoi? Les photos avant, on les regarde pas. Il n'y a pas de photos avant, t'inquiète. Okay. C'est là en fait. Ouais, mais non, mais je mets le son quand même. Ouais, c'est là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le club. J'étais maigre. Dirais un peu un Tunisien. Comment j'étais maigre. C'est la première là? Je crois que c'est la première que moi je fais. La première sur YouTube. On est là. Oh, c'est fort. Pas mal le synthé. Le liner qui vient. Oh, comme t'es fit, c'est incroyable. Et tu sais qu'à l'époque, je me trouvais déjà gros. Ça me paraît fou. La vache. Saint-Étienne-Lyon, c'était. C'était le studio à Boulogne, là, en bas? Celui-là, c'était à Boulogne, ouais. Il était bien celui-là. Ouais, il était bien. Il était pas mal, lui. Ouais, c'est pas mal, hein. Et après, faut aller où? À gauche ou à droite, ouais. Après, il y a Sam Vasselin, j'ai l'impression. Wow. Oh, il avait des cheveux. On va partir tout de suite sur le sommaire. Lui aussi. C'est un peu spécial le sommaire. Real Madrid, le Real fessé à Wembley, les champions d'Europe. Ah ouais, on avait mis des images qui n'ont rien à voir. On avait mis des images du Napoli. Ouais, on a eu des bugs, on a eu des gros bugs sur le début. Tout ça, c'est Monaco, ça.
les Italiens ont montré leur limite. Ah oui, bah ok, il y avait un décalage de 5 secondes entre son texte et le truc. Je crois qu'on a abandonné l'idée vite fait ce truc-là. On a abandonné. Ça se voit que Sam, il sait que c'est pas bien, mais il est tellement sérieux. Je pense qu'on l'a tellement fait peu de fois que je m'en rappelle même plus. C'est sûr que la première. Que la première ? Ouais, bah ouais, c'était sûr. Faut que tu... C'est quoi ce maillot ? Oh, j'ai cru que c'était le maillot du PSG. I love this game. T'étais jeune, T'étais en j'étais équipe d'équipe maigre. contre une équipe d'enfants ou je sais pas quoi. Quelquefois, Qui y a sur ce plateau là ? Il y a du Alban Le Poivre. Alban Le Poivre, Célim Halal, c'est qui après ? Jean-Sébastien Gron ? La place à l'incertitude comme ça. Ouais. Waouh, C'est génial. Je savais même pas qu'ils étaient on dirait une blague. Et qui c'est Qui présente ? qui présente ouais. Et là, il y a C'est Rashford. Sofiane qui présente. C'est Sofiane qui présente. Et là, il y a Rashford dans un cadre, j'ai l'impression que c'est un match au parc. Franchement, Manchester City, c'est le même Oh, ce débat. petit plateau. Très bien qu'au match aller. Sofiane, il On se rappelle du match là, United-Barça ? Donc toi, tu donnais ton avis ? Je pense, moi, personnellement. Oui, et j'ai vu t'arrêter. Hein. Ouais, j'ai vu. Donc là, donc, on valide le combo blazer sur maillot de foot. T'étais beau gosse, hein. Et je crois qu'il y a une autre vidéo, si tu vas tout à gauche, c'est Alors ta ça, ma c'est préférée. clavier. Ça ne regarde pas. Alors c'est à gauche, ouais. À gauche, ouais. Il y a quoi ? Ça, c'est Sam. Que tu donnes une mauvaise image de moi, Elton. Elton, tu nous rejoins. Bonsoir, Elton. Alors Elton, vraiment. Le Il y a une glow up. caméra, c'est celle-là que je dois regarder. Le glow up Vraiment Elton, d'Elton. félicitations. Bravo pour ton évolution parce que c'est pas, vraiment, j'ai pas envie de rigoler. Ah oui, c'est sa toute première. Faut que je raconte sa toute première. Waouh. Sa toute première, on sort. Donc moi, j'y étais pas. Il y avait Sam qui l'avait faite. Je te rends ton téléphone. Ouais, coupe le son. Il y avait Sam qui l'avait faite avec Walid et sorti. Et moi, je la vois pas en direct. Je la revois après. Et sorti de l'émission, Walid et Sam. Bon, c'est une notoriété publique. On l'a dit à Elton. Hein, donc, Walid et Sam, il dit mais c'est pas possible ce mec-là. Non mais c'est pas possible. On peut pas garder ça. C'est bizarre, je dis pareil à Winner. C'est super gênant. C'est super gênant. On peut pas garder ce mec-là. Il a un perso, mais on comprend pas ce qu'il dit. Il panique. Et effectivement, je l'ai vu après. Et ouais, la première d'Elton, elle est vraiment. Pourquoi vous l'avez pris ? Et en fait, alors, à la base, c'est Walid qui avait vu ses avis sur Twitter et qui trouvait qu'il était pertinent, et notamment sur le Barça. On recherchait Il était pertinent. on recherchait un petit peu des spécialistes par championnat. Parce que le club des 5, tu disais tout à l'heure, on est 4, mais on a appelé ça le club des 5. À la base, c'est pour le club des 5 grands championnats. Donc la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga, la Première Ligue et la Serie A. Et donc on avait des mecs qui suivaient des championnats des chroniqueurs par championnat. On avait un mec pour la Première Ligue, c'était Bilal Achourtani à l'époque. Il y avait Alpha Baldé qui faisait l'Italie. Et il nous fallait vraiment un vrai mec Liga, et donc il avait vu les analyses d'Elton et c'est pour ça qu'il est contacté sur Twitter. Et la première, on se dit non mais c'est pas possible. Il faisait partie, on avait fait 4 ou 5 personnes qui avaient fait une première dans la même semaine et on dit non. Et puis finalement, je crois que pour une deuxième date, il y a un mec qui nous annule dans l'après-midi. Et donc on redemande à Elton et c'est mieux et on l'a gardé comme ça. Mais la première elle est assez compliquée ouais. Elle est sympa à regarder je pense. Si vous voulez vous la refaire. Tu te la refais en Ouais, même temps. obligé mais il bégaye un peu mais bon comme toute première je pense. Mais même encore aujourd'hui quand il s'énerve, il perd son contrôle. Mais son glow-up physique par contre il est magnifique. C'est pas mal. extraordinaire. C'est J'y extraordinaire. mets aucun jugement mais c'est Il n'y a pas que dans les fringues. C'est extraordinaire. Bravo à lui. Non, c'est la plus belle progression hors foot. Hors foot, c'est évident. Si on fait hors foot. Je pense que footballistiquement, C'est il était la plus belle meilleur régression, avant. Il était meilleur avant. Comment lui en vouloir ? Mais donc du coup pour revenir donc à la genèse des deux projets, comment ça naît le WSC et le Club des 5 et pourquoi vous avez envie de lancer ces deux projets à la base ? Continue sur la lance. Alors, le Club des 5, à la base, nous, on était 4, Bilal Achourtani, Samuel Vasselin, Walid Acharchour et moi, et on était des chroniqueurs pendant qu'on était étudiants dans une émission de radio. C'était sur une radio, une web radio qui s'appelait VL, qui s'appelle toujours, je crois que ça existe toujours, VL. Et donc, on faisait une émission de foot tous les lundis soirs. Au fur et à mesure, on a commencé à prendre un peu plus d'importance dans l'émission et d'importance éditoriale. On a passé la saison juste avant l'Euro 2016 où on a vraiment dicté les angles d'émission auprès de l'animateur qu'on avait. Et finalement, VL fait un basculement vers la web télé avec un partenariat pour avoir un studio. Ils veulent lancer une chaîne YouTube. Et donc, nous, on amène ce projet-là, qui est le projet du Club des 5, parce qu'on se dit, voilà, on va essayer de monter notre truc sur YouTube. On recevait pas mal d'invités dans l'émission qu'on faisait qui nous disaient, mais c'est vachement bien vos analyses, mais on savait qu'on était écouté par 3 pélos parce qu'on était dans une cave sur une web radio, quoi. Donc, on s'est dit qu'on va lancer ça. Sur YouTube, au moins, ça sera un truc hyper public.
On trouvait, pourquoi le Club des 5 ? Parce qu'on trouvait que le championnat français en France à l'époque était super bien couvert, mais les autres championnats, il y avait que l'after via les drôles de dames qui avait un spécialiste qui donnait son avis sur le championnat, mais on n'avait pas trop de débat dessus. Et nous, on voulait amener ça parce que on considérait que les mecs maintenant qui habitent Clermont-Ferrand peuvent être fans du Barça, ils peuvent regarder tous les matchs du Barça. Pourquoi Clermont ? Oui, c'est vrai que tu viens de Clermont. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, lui, dès que tu passes le périph', là, ce n'est plus la France. Moi, je suis un peu d'accord avec lui. Dans l'histoire de jeunesse du Club des 5, quand je raconte cette histoire-là, à chaque fois, je dis une ville paumée et c'est Clermont-Ferrand qui vient tout de suite. Bon, il n'y a pas le TGV. Mais donc, tu peux venir de Dunkerque, tu peux venir de Limoges, de tout ça. Et tu de Saint-Étienne. De Saint-Étienne. Et tu peux être fan du Milan, d'Arsenal ou du Barça parce que tu peux voir tous les matchs tout le temps. Et donc, on estimait que ces personnes-là méritaient d'avoir des débriefs de leur équipe. Et ça vient comme ça. On fait d'abord une quotidienne. Donc, c'était de 23h à parfois 1h du matin. Et puis, on a monté le projet comme ça. Et puis, on a une communauté qui a fait qu'après, on s'est un peu... Bon, on aura le temps d'en reparler. Qui a fait qu'on les a appliqués, qu'on les paye très cher. Mais on a eu le temps de se développer et de changer parfois aussi notre manière de faire les émissions. Ouais. Trop bien. Et toi, Thomas ? Non, mais nous, c'est différent parce que nous, c'est Winamax qui souhaitait développer une web TV, donc développer un peu son image de marque, faire du contenu additionnel pour tous ceux qui sont sur le site Winamax. Et nous, le projet, il est totalement différent parce que les moyens ne sont pas les mêmes, etc. La base, c'est de faire des émissions par jour autour de guests télé, qui était, pour moi, à mon sens, pas forcément la bonne stratégie à adopter au départ. Donc c'est un projet qui a mis longtemps. Il s'appelait pas Winamax FC, c'était pas une quotidienne. Il y avait des émissions tous les jours sur la grille, mais c'était pas une quotidienne. Et ce qui a été un peu marqueur du départ de l'aventure du Winamax FC, c'est la CAN 2019, où on a commencé à faire des débriefs de matchs sans être trop sur votre case, même si vous faisiez quand même, mais voir comment ça se passait les débriefs sur notre chaîne. Et là, on s'est rendu compte que c'était très bien, et tous les jours il y avait les mêmes gars qui revenaient, donc on est parti dans cet esprit. C'était Marion Santiago qui avait eu l'idée d'appeler ça Winamax FC, de partir sur une bande très resserrée avec toujours les mêmes visages et fédérer l'esprit Winamax autour d'une émission, quoi. D'une émission, et de toujours avoir les mêmes tronches à quelques exceptions près, parce que on a mis du temps à adopter l'humeur que véhicule Winamax, c'est-à-dire les trolls, les vannes, etc. dans les émissions. Je trouvais qu'on se prenait un peu trop au sérieux au début, tout le monde en veste. Justement, c'est un peu l'autre point que j'avais envie d'aborder. On voulait un peu révolutionner le foot alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Quand tu regardes le début du Club des 5 et aussi un peu le début du WSC. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient des partenaires avec des costumes. Ça, vraiment, on peut faire une parenthèse. Ça, c'est vraiment votre pire idée. Alors, il fallait de l'argent, vous étiez vraiment vilain. Tu veux que je dise comment on a touché là-dessus ? C'est vraiment pas bien joué. J'ai zéro. Wow. Non, mais t'as raison. Tony Montana, là. L'aspect costume. Alors après, les costumes, ça va à certaines personnes plus qu'à d'autres, tu vois. C'est pas faux. Mais c'est pas une question de jugement. C'est que, voilà, il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont bien faits pour ça. Wow. Je me permets. Après, il y en a qui mettent des vestes et des maillots en même temps, quoi. C'est vrai. Mais en fait, ouais, c'était de là où moi, quand on fait le Club des 5, c'est en 2017, de la saison 2017-2018, et à l'époque. Vraiment, on met des vidéos qui illustrent ça, là. Vraiment, va en rechercher. C'est prévu. Super. Mais à l'époque, le concept d'émission sur YouTube est pas si développé que ça. Non. Donc en fait, il y avait un mix d'identités qu'on essayait de trouver. 2017-2018. D'accord. Donc c'est novembre 2017. Ouais, novembre 2017, c'est le 1er novembre. Mais en fait, l'idée c'était de trouver des repères de télé, mais mettre ça sur le web. Et les repères de télé, c'était un plateau, un studio, parfois des images, et c'est pour ça qu'il y a eu ce fail notamment, et la manière dont on est sapé. Voilà, on se disait pas qu'on allait arriver en t-shirt, parce qu'on voulait pas non plus que ça fasse. On était aussi un peu plus jeunes, on voulait pas non plus que ça fasse projet étudiant, quoi. C'était pas le but, c'était un vrai truc pro, et donc après on a un peu enlevé ça. Du coup, et puis, à quel moment elle intervient la bascule entre aussi pour le Winamax FC, on met des costumes, on est dans un ton très sérieux, et puis on développe l'humour et mettre des costumes tous les jours, c'est chiant. Ouais, déjà. Alors moi, je déteste. Non, mais c'est que
très rapidement, on a compris que c'était pas la... Enfin, très rapidement, non. 2-3 ans, comprendre que c'était pas la bonne direction à prendre et que tu peux pas coller au public qui existe aujourd'hui sur le web, qui est notre créneau, notre plateforme prioritaire. Tu peux pas coller à ceux qui sont sur le web et ceux qui consomment le foot de cette manière en faisant du costume. La transposition télé-web est beaucoup plus compliquée que web-télé. Tu vois, les codes, c'est pas vraiment les mêmes. Nous, on a commencé avec des guests de télé et tu sentais que c'était pas... Voilà, il y a des chats, il y a des machins, il y a une manière de parler qui est différente. Et nous, on a commencé avec ça. Donc, on a eu les codes plus rapidement, mais il fallait qu'on trouve une autre identité. Et au final, je trouve que la bascule, je saurais pas trop te dire comment, elle s'est faite assez naturellement. Ouais, c'est au fur et à mesure. Rapidement, on s'est dit, allez, tombez-nous-moi ces vestes là, ces vestes horribles. Et puis, c'est notre manager qui nous a martelé assez fréquemment. On n'a pas encore assez la patte Wina, parler avec les CM, comment intégrer ça. Et puis c'est venu sur les premiers sketchs qu'on a dû avoir, les premières impros. Et là, on s'est dit, OK, on tient ce créneau, on va commencer à enregistrer des sketchs, on va les mettre sur les réseaux. Et c'est vraiment les réseaux sociaux, la transversalité émission réseaux sociaux qui a commencé à donner de l'épaisseur à notre projet WFC. Eux, ils étaient aussi dans la même dynamique, je parle en ton nom, mais j'ai l'impression que la résonance réseau... Nous, c'était plus... parce que vous, à la base, la résonance, elle vient vraiment sur, je pense, sur les trolls et sur l'humour. Ah, t'es pas sur les analyses foot. Nous, c'était plus, justement, ça venait plus sur les capsules d'analyse qui Il y avait un ton plus sérieux quand même. Voilà. Il Il y avait de la bonne humeur aussi, hein, mais on pouvait se vanner. Mais c'est vrai que on faisait des débriefs de matchs de Wolfsburg, quoi. Donc bon, il y a un moment... voilà, donc on était dans un truc. Et donc, mais ce qui est certain, c'est que l'essor qu'on a pu avoir est venu parce qu'on a su amener, nous aussi, des codes beaucoup plus YouTube, beaucoup plus jeunes. Bon, après, il y a une personne en commun qui a dans ces deux projets-là qui, je pense aussi, fait une grande... Najim Medini. fait une grande partie du boulot. C'est que Walid, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors, nous, il fait partie des cofondateurs, il est intervenant dans le WFC, mais Walid ne fait rien à moitié. C'est moitié. celui qui a compris les codes YouTube le plus rapidement de tous, je pense. Voilà, et puis il fait rien à moitié, donc il se donne véritablement tout le temps. Quand il aime un projet, il se donne pour qu'il y ait les meilleures idées qui viennent, et il se trouve que les idées qu'il a, elles sont souvent très très bonnes. Okay. Et donc il nous a vraiment aidé, nous, au Club des 5, parce qu'il a fait partie des cofondateurs, et au WFC aussi, pour essayer de trouver des moyens de répondre de plus en plus aux attentes que justement, que le public t'en as parlé, t'as dit que Walid, il faisait donc le Club des 5, le WSC. À quel moment vos teams s'entremêlent? À quel moment vous faites connaissance pour du coup être quasiment la même équipe dans deux émissions différentes? Nous déjà, on se connaissait avant, nous deux. Ouais, moi on s'est connus à Canal avec Romain, c'est le premier que j'ai connu. Et j'ai l'impression que c'était un goat. Hein. Moi? Ouais. Moi j'étais impressionné, tu faisais des trucs tu vois, un peu de trucs, machin dans le bocal, tu faisais des trucs de fou pour moi. Ouais. Moi j'animais des images dans des écrans. Ouais. Et maintenant, t'as vu? Non mais la bascule elle se fait sur un match de l'équipe de France où c'est Sofiane qui invite Walid. Et devinez ce qui s'est passé. Walid est arrivé en retard. Par hasard. Et donc il vient, donc je commentais le match avec Sofiane dans le petit plateau que t'as montré tout à l'heure dans ta vidéo. Et lui, il était sur le plateau, on avait un plateau bar, et il intervenait en mode consultant, analyse, comme si on avait des envoyés spéciaux. Wow. Alors que c'est vraiment... Il était là-dedans, il était arrivé costume, sapé, son petit trait là, ses contours. Et ça a commencé là. Et il avait des cheveux à l'époque. Ouais, et moi, j'étais pas fan de ce mec. C'est quand Sofiane me dit, en fait, j'avais vite fait je lui ai dit, hein. Je dis, celui-là qui fait que de gueuler, j'avais moi les images de ses foot. Pas de ses foot, 20h foot. C'est news, ouais. Ça, je dis... En fait, j'avais pas du tout la vision, j'avais pas compris qu'il fallait un peu de punch là-dedans, mais ouais, j'étais pas du tout fan du personnage au début, et ça a duré 10 minutes en fait. Dès qu'il arrivait, 10 minutes après, je dis ok, j'ai compris. Lui, ça va être mon pote, et ça va marcher là-dessus. Moi, c'était un match de l'équipe de France. Ce qui est fou, c'est que t'aimais pas Sofiane aussi à la base. Parce que c'était Ediflex, c'était différent. Le jour où j'ai compris que Sofiane était Ediflex de Twitter, waouh. J'ai vu ça quand t'as dit ça. Choqué. Ça ressemble à ça, là. Le tweetos. Aucun charisme. T'as dit c'était toi? Non, je suis allé derrière toi, j'ai dit attends. Franchement, je pense que je n'avais jamais dit bonjour. 6 mois après, parce que lui était CM. Il était CM, moi j'étais les bureaux avant. Ouais. Et je vois son ordi, je fais putain, bon, bref, on s'en fout. Mais donc, l'humour, important, l'humour c'est très important. Comment vous avez amené ça? T'as dit que c'était quand même Sofiane qui était un peu l'investigateur de tout ça.
À quel moment vous vous dites que voilà, faut amener la patte Winamax absolument dans l'émission? Sofiane quitte le côté CM de Winamax Sport et il intègre le truc télé. Il le fait de temps en temps, puis après il l'intègre à plein temps et c'est lui qui, en discussion avec nos managers, etc., qui va apporter cette patte, cette écriture sur différents moments des émissions ou alors sur des sketchs extérieurs. Je ne saurais pas dire le premier truc qu'on a tourné. Le premier sketch à froid. Moi, j'ai la pub. C'est pas la pub Adidas, là. Non, mais en espagnol, en troll. Je ne saurais pas te dire vraiment le premier. Après, on a commencé à faire des teasings. C'est pas la liste de Deschamps? Non, c'est après. Oh, non, c'est après. Mais c'est vrai que le teasing Adidas, quand on a parodié la pub sur certains petits trucs comme ça vraiment, on a commencé à trouver un peu notre marque, notamment quand on a sorti ça sur les réseaux. Mais oui, c'est Sofiane qui a amené, parce que il est grave drôle. Il a une écriture qui est pas comme les autres. C'est quelqu'un de très intelligent, qui a la vision, qui a cette pertinence et cette vivacité d'esprit à se dire qui va rebondir sur chaque moment un peu bizarre qui va se passer autour du foot. Tout de suite, il va te prendre un fait de match, un truc, il va te mettre de la salade autour. Et il avait écrit un livre, Le Bidonero. Il a cette perspicacité pour mettre de l'humour sur des trucs de foot qui sont peut-être pas drôles, durs, graves. Et lui, mais toujours dans la finesse. Donc, on a essayé d'importer ça dans les émissions. Et en vrai, très rapidement, on a vu que ça marchait. On a vu que ça marchait, que ça marchait sur les réseaux. Et maintenant, on s'est dit, on va insister là-dessus pour que les gens fassent la passerelle entre ce qu'ils voient sur les réseaux, qu'ils arrêtent de se dire c'est quoi ces pitres et qui font des vannes, et se dire ok, ils font peut-être des choses aussi intéressantes autour du foot. Et c'est les réseaux qu'on nourrit l'audience quotidienne, en fait. C'est plutôt comme ça que c'est fait la bascule. Vous faites une émission pendant 10 minutes au début, vous parlez de tout sauf de foot. Oui, ça c'est quand même exceptionnel pour une émission de foot. Mais ça, c'est juste parce qu'on est des amis, en fait. Ouais, c'est ça. T'es mon copain. Ouais. Et du coup, c'est quoi votre plus gros fou rire que vous avez eu en plateau? Ah ouais, moi, cette année, fou rire. Cette année, quand Walid il raconte comment il a perdu ses clés et qu'il a oublié sa voiture dans le parking de RMC, c'était extraordinaire. Moi, mais oui, mais donc c'est comme ça que c'est juste du naturel, on parle entre nous. Surtout que la plupart du temps, les chroniqueurs arrivent très peu de temps avant l'émission. Donc en fait, on n'a pas le temps de se dire bonjour, limite. Donc en fait, on se dit bonjour pendant l'émission. Donc on se dit bonjour sur l'émission. Ça va, toi, ta soirée, c'était comment? Et ça part comme ça, quoi. Non, moi, il y a le tournage de la liste de Deschamps où on parle de Karim Benzema qui ne sera jamais pris. Avec les céréales et tout ça, vraiment. Ah ouais, ça c'était fort, ça. Je n'ai jamais autant ri, mais c'est en séquence enregistrée. Bonjour à tous. Suite aux nouvelles mesures de l'UEFA, je vous présente donc ma liste élargie pour l'Euro 2020. Gardien, Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda. Défenseur, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez. Paul Pogba. Putain, mais c'est long là. Renaud Ripard. Didier. Jason. Walid pour WFC. Berthomier. Didier. Valentin Rongier. Jordan. Il s'en fout complètement. Ferry. Didier. Karim. Là, il va en Oh sortir. putain. Les gars, Karim Benzema, il est dans la liste. Benzema à l'Euro. Commencez à noter. Zedatka. Pierre-Yves. André. T'es relou, Didier. Franck Signorino. Pierre-Yves. Amel. Khalidou Koulibaly. Yann Jouffre. Ulrich Le Pen. José Cobos. Fabrice Apruzès. David Gigliotti. Lilian Lasland. Il est encore là. Yanis Putain. Taffer. Pas terminé. Là. Pierre-Yves André. Ah, t'es revenu, toi? Ouais. Cyril On sait jamais. Pouget. Grégory Pujol. Tibor Kovacs. Karim. Mais non. Ça va, Karim? Mais non. 5 de Porte de Besançon hier, le plus 5 avec ton pied gauche. Tu nous as sauvé, c'est l'intendant. Excusez-moi. Francis Boretti et Olivier Hatton. Est-ce que vous avez des questions? Didier. Bonjour. Non, laisse tomber en vrai. Vraiment, je pense qu'on met 2 heures à tourner ce truc. Vraiment, on met 2 heures. Les mecs en régie commencent à péter un plan. Mais en plateau, c'est quand Elton nous raconte tous
ces stages-là. Ah oui. Ah ouais. Il nous raconte des expériences et on lui a inventé le Benjamin Button du journaliste. Plus il avance, plus il avance, moins il est bon. Bien. Moins ses rédacs sont prestigieuses. Alors qu'il a commencé au Monde fois avant. Il a commencé on à imagine CNN. Ayton avec des masques. Hop, Fred Calange. Moi, comme j'ai rigolé là. Il y a ça et Harry Potter aussi. Quand on chie sur l'équipe de Brentford. Ou Non, de Sheffield. Sheffield. Je vais vous faire la compo. Ramsdale, Baldock, Basham, Egan, Robinson, Stevens, Berge, Ampadu, Fleck, McGoldrick, Burke. Mais on dirait l'équipe de Pouf Souffle. Non mais... non mais sérieusement, dans Harry Potter de la chambre des secrets, moi je vais jouer sur cette équipe, moi. Bah non. Bah non, et ils ont pas de balai pour voler. Non mais Trieste, une bête Dumbledore. Non mais un truc qui leur donne une chance, Non mais s'ils chopent le vif d'or en cours de match, ils gagnent. C'est incroyable. Ça, c'était très très Mais il y en a des pas mal, parce que nous, on est retombé sur le chat de Mbappé. Oui, ça c'est énorme. Une nouvelle déclaration, c'est son chat, Sofiane. Son chat. C'était sur le plateau d'El Charingato. Exactement. Ça Et n'existe pas, Sharingan. Bah, pourtant, il s'est Et quand même. exprimé. Il dit miaou, 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 Leonardo, miaou, 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 Hakimi, miaou, Messi, Florentino Pérez. Donc un lion miaou pour Messi, mais on sent que le chat s'agace. Faites parler le chauffeur, la maman, Vous le êtes chat. tous étudiants en journalisme ici et nous on parle de chat. C'est fou, hein. C'est ouf. Et aussi le la chat, dernière, c'est là, bon. sur Lloris. Ça c'est fou. Ça, c'est je l'ai remis au gars. Je drôle. pense que c'est notre meilleur impro. Ah ouais. Parce que tu sens que Walid, il part au début dans une analyse super sérieuse, ça switch en 3 secondes. Hugo Lloris, s'il continue après la Suisse, c'est pour service rendu. C'est pas. Après, sa Coupe du Monde, elle est bonne, elle, Lloris. Ah ouais, elle est très bonne. Ouais, elle est très bonne. Mais on n'a rien à lui reprocher, Hugo Lloris. Vous pensez qu'il est... Après, on perd sur les tirs au but, etc. Mais on n'a rien à Vous pensez qu'il est... Non, mais on n'a rien à lui reprocher. Oui, après, il aurait pu en arrêter. Après, le ballon, il est hors cadre, il la rabat. J'ai rien à lui reprocher, moi non plus. Hein. Il y a 50% de chances de plonger du mauvais côté. Moi, je suis vraiment. Il rate à chaque fois. Non, il n'y a rien à lui Ah non, reprocher. moi, Après, il est en trop. Moi, la carrière de Lloris, je la respecte. Après, à chaque pénalty, quand il. Putain, bah, c'est pas grave. Mais quand il va se placer dans la mauvaise cage avant le tir, mais j'ai rien à lui reprocher. Non, on va terminer. Être dans la douche alors qu'il y a quand même Paredes qui s'élance, je suis pas certain que ce soit le bon moment. Mais après, j'ai rien à te reprocher. Franchement, contre l'Uruguay, c'était extraordinaire. Contre le. Voilà, c'était contre tous les matchs. Rien à- Hugo, vraiment, on Contre la respecte. Panne en 2016. Merci d'avoir relancé le suspense en 2018. Vraiment, grand respect Rien à pour te toi. reprocher. Alors il y a un fil conducteur sur toutes ces impros, c'est Walid qui cherche mon regard. Parce que moi je vais réussir à sentir si c'est une bonne vanne ou un peu moins. Et quand il me cherche une fois, 2 fois, moi ça commence à activer la machine et je vais avec lui. Il dit ok, allez, on y va là-dedans. Et après, t'as les mecs qui commencent à se mettre dedans. Mais c'est celle sur Lloris, elle est bien. Mais ce qui est bien et ce qui est fort là-dessus, c'est que tout le monde a réussi à trouver son personnage, C'est ça. à peu près, Mm. qui fait que et c'est pas ah bah je cherchais mon personnage donc je vais naturel. essayer de Ils l'ont fait non c'est naturellement. que voilà Elton qui raconte sa carrière de footballeur qui n'existe pas alors que il nous fait croire que ça existe, on l'a vu sur un terrain, tu vois. Non Enfin, ouais. donc c'est marrant, donc nous on en joue. Tid en fait a utilisé sa verbe et son côté un peu philosophe pour pour de temps en temps te mettre piquer des pile punchs quand qui il sont faut. extraordinaires. Ah ouais, c'est fou. Il est devenu très très drôle. L'humour de Tid, c'est Ouais, génial. C'est très très Du drôle. coup, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez nous dire un peu ceux qui sont un peu les titulaires avec peut-être leur personnalité, l'aspect de leur personnalité le plus clair. Il y a notamment Walid, c'est peut-être un peu la grande gueule, Elton, Mais il est l'intello. con aussi. Le Mais carrière. non, je le dis de manière très positive. C'est que c'est un enfant. Walid, c'est un enfant qui prend tout et qui est heureux tout le temps. Qui va découvrir des trucs. Donc en fait, c'est un puissant fond de vanne parce que soit mais il va Pattinson apprendre. aussi, il est énorme. Soit, mais voilà. Il apprend que Robert Pattinson Soit il est fait- le même Soit il fait des. dans Twilight et dans The Batman. En plus, tu sais, il ressemble un peu au mec, là, Pattinson, là. Tu sais, un peu avec la mèche. Ouais, Tu sais, il fait un peu démon, pas. Tu sais, il fait un peu. Tu sais, un peu mi-ange, mi-démon. Tu sais, le mec un peu gentil, mais un peu méchant. Twilight, là. Ouais, c'est ça. Il fait un peu vampire. C'est Pattinson. Oui, non, mais là, Non, comment il non, s'appelle mais le ça, personnage? Ah, j'ai pas vu le film, moi. Edward, mais Cullen, voilà, je l'ai eu avant. Non, tu sais, Edward il ressemble à qui? Tu sais, il ressemble à qui? Ah. Il ressemble au mec qui meurt dans le 4 de Harry Potter. Ah, Diggory. Ah, Cédric Diggory. Bah, c'est Pattinson. Ah, c'est Pattinson. Ah, il a un côté.
Faut que je te fasse un câlin. Soit il se trompe de trucs, il connaît pas, et c'est extraordinaire. Des fois, il en joue, il a une tête aussi. Ouais, c'est ça aussi, C'est il sa a tête. pris- Donc il a moi, ouais, pris c'est que plus ça. Twilight et Philippe Diggory, c'était le même. Oui, c'est ça. Il y a Najim, c'est un peu le. On joue beaucoup sur son côté un peu petit enfant, un petit peu geek foufou, quoi. Et geek de PL, tu vois. Ouais, il y a un peu ça. Sur le fait que, qu'il Et Elton, il a eu plusieurs matchs, personnages. Là, il a ce personnage de Nighter qu'on aime bien jouer, qui se mouille pas trop. Il y a qui d'autre? Il y a il y a Tidiane qui va avoir un discours hyper carré, hyper élaboré, des arguments qui vont être à chaque fois très bien construits. Et donc, justement, tu t'attends à ce que tout soit clean, sérieux. Et puis là, il va te sortir des pics parce qu'il a des combats, des trucs comme ça. Et c'est. Et puis tout le monde. Et puis après, les présentateurs. Alors, Sofiane, quand il vient dans les émissions, une fois de temps en temps maintenant. Il vient avec son rôle lui aussi d'humoriste, etc. Et puis nous deux, on arrive à avoir, je pense, chacun notre de manière complètement différente. Moi, je on me arrive à pointe en avoir plateau notre truc, comme quoi. je suis tout le temps. Ouais, en fait. voilà. C'est que moi, j'y vais de base. En fait, je me dis, ok, je suis avec mes potes, on va parler de foot. Et si on peut rigoler, on rigole. S'il n'y a pas, il n'y a pas, quoi. Ça arrivait à sentir les moments qui peuvent être drôles. Lundi, on a fait une question écœurante qui n'était pas drôle. On l'a rapidement vu, on l'a dit. Mais voilà, en fait, on va jamais. Je vais jamais forcer la vanne. Jamais forcer les gars, jamais forcer quoi que ce soit. Quand on veut faire des trucs préparés, je leur demande vous voulez le faire, vous voulez pas le faire. C'est voilà, je leur dis jamais, je leur impose jamais des textes ou quoi. Je leur envoie l'idée de base, faites ce que vous voulez avec. Comme ça notamment Tidiane et même Elton, hein, ça les a beaucoup aidés à développer leur manière de vraiment bien s'intégrer dans Et ça dans a fait des l'émission. super moments d'antenne parce que justement, comme les mecs n'ont pas de texte prévu pour eux, même ceux qui écrivent les vannes, donc les présentateurs, sont surpris par ce qu'ils vont dire. Et donc en fait, il y a des impros de Tidiane qui sont en fait, tu t'es fait. Monopoly et tout, c'était fou. Ah ouais. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment quand même que cet aspect humour, blague, ça vous desserve un peu pour votre carrière? Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce métier. Parce que moi, j'ai fait des études d'art avant, je me suis arrêté. C'était un métier, voilà, j'avais envie de parler de sport. Et en vrai, les rédactions que j'ai faites, j'avais une vision très propre de tout ça. Moi, je voulais tourner des reportages, je voulais filmer des trucs, vivre l'événement. Et en vrai, bon, après, il y a les circonstances de comment je suis arrivé à Wina, parce que, voilà, fait de l'argent, t'es à Paris. Et rapidement, en fait, j'ai switché. En côtoyant, en fait, dans ce projet, la chance qu'on a eue, c'est de côtoyer très rapidement des gens très calés dans la télé. Et très rapidement, ces mecs-là, donc je pense à Darren Tulette, à Bertrand Latour, Nabil, Djelit, Rémi Réverchand un peu pour le basket. Et très rapidement, ces mecs-là nous ont dit que c'était bien ce qu'on faisait. On avait zéro audience, rien du tout. Mais parce qu'il y avait quand même du travail. Et moi, c'est surtout Darren Tulette, parce que moi, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup ce mec. Il voyait que je bossais beaucoup. Je mettais beaucoup de cœur dans l'émission où ça parlait un peu de tous les championnats. Mais sans que ça se voit, sans que je sois en plateau pour vomir mon travail. Et c'est lui qui m'a fait switcher en me disant peut-être que cette range-là, ce support-là, peut vraiment coller à mon personnage, etc. Donc je suis pas en fait, pour moi, je suis pas journaliste. Okay. Aujourd'hui, je suis devenu un animateur, un présentateur, un créateur de contenu. Pour moi, le journaliste, je le mets vraiment dans une case pas comme nous. Alors, je vais peut-être faire du journalisme quand je vais faire des interviews, quand je vais travailler des matchs, quand on va aller sur place ou quoi que ce soit, quand je vais travailler mes matchs un peu dans le débrief. Tu as une démarche journalistique, mais pour moi, le journaliste, il se situe pas. En fait, j'ai trop de respect pour ce métier pour dire que je suis un vrai journaliste. Mais moi, c'est un peu spécial, c'est un peu différent parce que moi, j'ai ma carte de presse, par exemple, et donc via ce que je peux faire, via ce que je peux faire. 7000 balles d'abattement fiscal. C'est bon, moi aussi je l'ai, donc je suis assez d'accord avec ce que tu veux dire. Mais donc, via ce que je peux faire dans le groupe Canal et sur Radio France, je vois, en fait, ce que j'ai vu assez vite, c'est la perception que les médias traditionnels pouvaient avoir sur ce qu'on fait sur YouTube. Alors nous, quand on a commencé le Club des 5, on n'avait pas forcément gagné d'avance. Hein. Ouais, mais on n'avait pas forcément d'humour dedans, mais pourtant on était quand même jugé et catalogué. Et j'ai vu le regard des contenus qu'on pouvait faire changer dans les yeux de certains collègues qui étaient avec moi dans des médias traditionnels. Et donc en fait, l'humour
qui intègre ces émissions-là et ce type d'émissions-là, c'est juste une composante en plus qui vient dans un média qui n'était pas considéré comme un média avant. Et donc, voilà, tu sens que maintenant, c'est process, tu vois, c'est quelque chose qui est de plus en plus process. Et là, process, tu sens que la bascule, elle s'est vraiment faite, pas par les profils, pas parce que certaines de nos émissions ou d'autres émissions hors jeu, etc., intègrent des émissions et des médias mainstream, c'est surtout maintenant, dans le contenu, dans la manière de construire les émissions quotidiennes de certaines émissions, certaines grandes chaînes. Ils intègrent beaucoup plus ce côté léger, des pastilles humoristiques, etc., etc. Et je ne vais pas dire que c'est nous, hein, mais rapidement les mecs... Non, mais c'est que rapidement les mecs... Moi, je me rappelle d'échanges avec Karim Benani, avec... Ce que vous faites, c'est cool. Et on doit le faire un peu plus partout. J'ai vraiment eu des échanges comme ça. Pierre Boubi, Aubragnac, j'ai vu beaucoup d'échanges avec des mecs calés dans les... Jean-Louis Tour qui venait des fois à Winner, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus et avec vraiment cette phrase qui revenait souvent, faudrait qu'on le fasse un peu plus. Bah, et tu vois, et c'est assez récent, c'est assez frais tout ça. On parle de foot, on parle de sport, c'est un truc qui est léger, tu vois. On n'est pas en train de parler des guerres, de contexte économique, de tout ça. Non, si ça reste sérieux. C'est sérieux, mais on peut en parler sérieusement de manière plus détendue, quoi. Que ça soit, on parlait du vestimentaire tout à l'heure avec les costards, mais aussi dans la manière dont on va aborder les choses. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de chaînes de télé, tu le disais avec les pastilles humoristiques, mais il y a de plus en plus de chaînes de télé qui mettent de l'humeur et de la détente, en tout cas, dans ce qu'on peut, dans ce qu'ils peuvent proposer. Donc, c'était quoi les a priori peut-être que vous avez rencontrés, que les grands médias ont rencontré par rapport à votre évolution au début, peut-être les mots Moi, je vais pas parler en nom des gens, mais c'est que pour eux, YouTube, c'était peut-être pas sérieux. Ouais, c'était pas considéré comme pareil. On vous l'a dit, par exemple, je sais pas moi... Non, on me l'a pas dit directement, moi. Non. Moi, on me l'a fait comprendre. Ouais, voilà. Ouais, on l'a pas dit. Oui. On m'a pas dit ce que tu fais, c'est de la merde. Non. Parce que la plupart du temps, les gens ne regardaient pas. Non, mais tu ressentais, c'est bien ce que tu fais. Ouais, voilà, c'est bien ce que tu fais. C'est mignon. C'est bien. Il y a du monde qui vous regarde. Et souvent, suivi de cette phrase, il y a du monde qui vous regarde. Donc, oui, il y a moins de monde que la télé. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Encore. Oui, non, mais quand même, il y a moins de monde qui regarde WC que l'équipe du soir. Mais ça dépend. Là, parce que tu prends l'équipe du soir qui est en clair, mais il y a plein de chaînes qui sont à abonnement, qui font pas des audiences qu'on peut avoir sur YouTube. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment les journalistes ou ceux qui sont responsables des programmes. Il y a deux différences. C'est qu'il y a ceux qui vont... Il va y avoir les patrons de chaînes, les patrons qui vont peut-être avoir un regard très télé. Et ça, là, c'est en train de changer. Je pense à un Laurent Salvaudon qui a révolutionné beaucoup de choses. Voilà, lui qui est un vrai génie. Qui a lancé sa boîte de prod. Qui a lancé ses sociétés. Et qui avait un regard totalement différent de gens. Et qui a apporté ça ponctuellement dans plein de télé. Mais même... d'autres qui pouvaient travailler avec lui pouvaient avoir cette vision des jeunes qui étaient sur YouTube, etc., qui pouvaient être un petit peu négatives. Mais en fait, j'ai pas vraiment envie de parler à leur place. Mais c'est vrai que moi, je l'ai ressenti, évidemment. Au WSC et au Club des 5, vous arrivez à avoir vraiment des invités que même certaines chaînes n'ont pas. Comment vous pensez que vous êtes vu par justement ces sportifs qui maintenant préfèrent limite aller chez vous plutôt que répondre à des interviews de la télé, quoi? Parce qu'ils ont de la place, ils ont de la place pour s'exprimer. Je prends par exemple quand on fait venir Samir Nasri dans un quiz, c'est que c'est un quiz qui... Il n'y en a pas des quiz comme ça à foot où le mec il adore la culture générale, il adore montrer que c'est le meilleur. Et du coup il vient, il va kiffer le format. Et maintenant il y a plein d'intervenants qui sont venus chez nous et qui aiment notre manière de parler, qui aiment le côté tranquille, posé, prendre le temps de discuter, parce que le format télé, le format radio, il te le permet pas. C'est pas de la faute des gens, c'est de la faute du format, c'est de la faute du support. Non, mais par exemple, Anelka, pour prendre l'exemple peut-être le plus parlant de ces derniers temps, c'est 3 heures, il y a peu de... Anelka, on a fait Romain Saïs, ça a duré 3h30. Romain Saïs, quand on l'a sorti sur le Club des 5, là, il y a 2-3 semaines, il est venu... en fait, il est blessé actuellement, Romain Saïs. Il était au Qatar, à Spétar, pour essayer de se soigner. Et il partait ensuite au centre d'entraînement du Maroc parce qu'il finissait sa rééducation là-bas. Il est resté une nuit à Paris pour nous. Il a atterri à 22h à Roissy. On a commencé le podcast à 23h et on a fini. Il était 2h30, 3h du matin. Donc c'est pour dire, le mec, il était motivé pour le faire, tu vois. Il y a une prise de conscience de ce que peut maintenant apporter... tous les joueurs, même pas que les joueurs, les coachs, ont des équipes médias autour d'eux.
soit individuels, soit par des boîtes qui s'occupent de tout ça. Et aujourd'hui, ils mesurent l'impact, pas que nous on a, mais que les réseaux et les réseaux sociaux, les services digitaux, peut offrir aux joueurs et à ces mecs-là une exposition qui est différente de la télé Et puis, ou d'une interview dans un journal, dans un magazine. C'est complètement différent. L'exposition, elle n'est pas du tout pareille. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie bascule, une vraie prise de conscience qui a été faite par beaucoup de monde dans le football et génération comprise. et je pense Et que ça, c'est très important. il y a une histoire de, je pense qu'il y a une histoire de confiance aussi. Il y a une histoire de confiance parce que on peut dire ce qu'on veut, les footballeurs, les anciens footballeurs, ils sont hyper craintifs des médias tradis. Ils ont peur de se faire coincer parce qu'il y a une histoire de confiance en eux qu'ils peuvent avoir dans le phrasé qu'ils peuvent avoir et donc des répercussions que peuvent avoir des mauvaises déclarations s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre sur un sujet ou un autre. Ça m'a pas empêché de faire des interviews horribles. Des gens qui n'avaient pas envie. Ça, c'est plus de la faute de Wina. mais donc quand tu arrives et qu'il y a un rapport de proximité, parce qu'on est aussi maintenant on commence à être de la même génération que les footballeurs qui arrivent sur la fin de leur carrière. Quand tu arrives à avoir cette proximité dans l'échange, et ben ça donne confiance au mec, le mec il va venir. Et puis quand il y a un mec qui vient, c'est un petit milieu, le foot, ils se parlent tous entre eux, hein. Donc quand il y a un mec qui vient et qui donne sa confiance, qui voit que ça s'est bien passé, il va dire, quand on va faire la demande pour un autre mec, l'autre mec va lui demander, il va, ouais vas-y t'inquiète pas, c'est des bons, etc. C'est comme ça que vous arrivez à Anelka par exemple? Ouais, Anelka, c'est interview, c'est Walid, c'est le Walid qui l'a contacté sur Instagram et qui a réussi à l'avoir parce qu'il s'était croisé une ou deux fois, je crois, à RMC. Et il lui avait promis. Mais pareil, Anelka, on a commencé à lui demander, c'était genre octobre ou novembre, et il promet à Walid, non mais t'inquiète pas, quand je serai à Paris, je viendrai. Et effectivement, il est venu en janvier. Et quand il est venu en janvier, il a tout de suite dit à Walid, t'inquiète, je suis là, et on le fait quoi. La première, c'était Maxime Lopez. Ah oui, Maxime Lopez, la toute première. Et ce qui est intéressant, c'est que il parlait justement des médias clubs, etc. On est très très peu passé par les canaux officiels, tu vois. Il y a très peu de joueurs où on a eu soit l'aval du club, parce que c'est le joueur ou son agent qui directement est venu vers nous, ou nous on est allé vers eux. Et il y a eu une seule interview où on s'est fait un peu emmerder par un club. Je vais le dire, c'est Sofiane Diop avec l'OGC Nice, c'était chiant. Voilà. Mais sinon, il y a très peu de fois où on nous a dit d'enlever des passages, alors que c'est monnaie courante maintenant avec les clubs, parce qu'ils veulent vraiment contrôler tous les trucs. Et on a beaucoup plus de facilité avec des joueurs qui sont à l'étranger. À l'étranger par rapport au club français, ça n'a aucun. Nous, on a la chance d'avoir des clubs partenaires, donc des facilités d'accès. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu compliqué dans le service après-vente. Donc ça nous permet d'avoir des contacts et des proximités avec certains joueurs. Donc ça peut paraître des fois imposé aux joueurs. Mais le format long que vous faites et que nous, on a fait aussi, donne la confiance aux gens. Et du coup, ils aiment ce qu'ils font. Ils sentent que ce n'est pas des questions d'actualité qui va porter sur le match d'après, qui va servir un 3 minutes ou un 1 minute 15 dans certains sujets, sur certaines émissions. Donc c'est complètement différent. On va les faire parler d'eux, on va les amener vraiment sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire le ballon. Moi, l'exemple le plus frappant, c'est quand je suis allé faire Valbuena. C'est qu'en fait, je pars avec je parle avec son avocat qui est avec lui en train de manger comme par hasard. Je fais un message à son avocat, mais sans savoir qu'il était avec lui. Il me dit je suis avec un gars, il me fait une vidéo et je dis vas-y, sur le ton de la rigolade, vas-y, je viens le faire en interview. Et 2 semaines après, je suis à Athènes. Ça, en France, c'est impossible. Avec des clubs, c'est impossible. Ligue 1, Ligue 2 nationale. C'est hyper, hyper compliqué. Nous, on a eu la chance de commencer avec Furlan. Auxerre, c'est des cracks. Et comment vous expliquez ça? Qu'en France, ce soit si fermé? Je sais rien. Ils ont peur, ils veulent contrôler. Ils veulent contrôler. Il y a un hyper-contrôle qui est... Honnêtement, je pense que c'est plus facile de faire De Bruyne à City que de faire un joueur de l'AS Nancy Lorraine. Ils sont beaucoup plus ouverts, les clubs. Même, moi, je te dis, un Ismaël Benasser, ça s'est fait... Je suis même pas sûr que le Milan, il savait il en parle du Milan. Hein. Quand j'ai fait Milan, c'est quand même... il était au Milan à l'époque, il n'était pas encore à l'OM. Mais donc, on parle du Milan, qui est une des plus grandes institutions européennes. Non, le joueur, il a une liberté parce que ils veulent pas trop interférer là-dedans. Ils se disent que toute communication est bonne. On parle du joueur, donc on parle du club, on parle des actualités, ça passe, tu vois. Et moi, quand je vais faire Sébastien Haller à Dortmund, c'est pareil. Ils sont engagés dans une saison de fou. Ils ont la Ligue des Champions où ils font. C'était juste avant la CAN. Où ils font finale et Haller qui va partir faire la CAN et je suis chez lui. En fait, ça dépend.
Ça dépend tellement de choses, ça dépend aussi du mec que tu vas cibler. Mais moi, j'ai un autre exemple de la proximité, la différence de proximité que peut avoir la France et les autres pays par rapport aux journalistes. C'est là, quand je suis allé en Allemagne, je vais à Stuttgart et après, je vais aller voir un match à Francfort. On me donne le contact du responsable presse de Francfort, qui est donc allemand, qui parle anglais. Il m'a jamais vu. On se connaît pas, j'en sais jamais vu ni d'Eve ni d'Adam. C'est un agent de joueur qui jouait à Francfort qui me donne ce contact. Je lui fais notre vocale en anglais. 10 minutes après, j'ai 2 places pour aller dans la tribune presse. J'ai pas de carte de presse, rien du tout. Et le gars me dit, ça marche comme ça aussi en France? Et l'agent me dit, mais tu sais, ça c'est impossible en France. Non, c'est impossible. Et je sais pas pourquoi, j'aimerais vraiment je pense qu'il y a une vraie crainte. Le but de la communication, c'est qu'elle soit positive et que l'image soit toujours positive. Mais surtout que maintenant, les joueurs ont leur propre canaux de communication. Lui, il s'occupe de moi. C'est le problème. La meilleure chose à faire pour que ta com elle soit positive, c'est de la contrôler. C'est de dire, on distille une image positive, on y va maintenant. Si tu laisses une part d'improvisation, pour eux, ils pensent que la part d'improvisation, ça peut mener forcément à des galères. Non, pas forcément, mais donc c'est les joueurs qui sont à l'étranger, c'est beaucoup plus facile. Les interviews qui sont validées par des clubs, je déteste ça. Ah bah oui, c'est insupportable. Bon, pour conclure un peu le podcast, il y a Walid quand même qui est aujourd'hui un peu partout. Est-ce que si vous vous remettez dans la perspective de 2017-2018, est-ce que vous auriez pu imaginer qu'il arrive à ce niveau-là ou pas du tout? Lui? Ouais. Moi, oui. Ah oui? Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, très honnêtement. Tu sens, en fait, ce mec, il a quelque chose de... Walid, il est très magnétique. Quand il est quelque part, les gens sont autour de lui. Les gens... ça me fait penser à une scène dans Fast and Furious où la sœur de Vin Diesel, elle parle de Vin Diesel. Il adore Fast and Furious, c'est pour ça. Non, mais je trouve que quand il est dans une pièce, il est magnétique. En fait, il a aucun sens. Non, mais t'as pas la scène dans Fast and Furious? Si, je l'ai. Je suis sûr que quelqu'un l'a la scène dans Fast and Furious. Je veux pas. Quand sa sœur, elle parle de Dominique Toretto. En fait, c'est la sœur de Vin Diesel en Walid, c'est non. Ça se joue à pas grand chose. Mais c'est qu'il aime Fast and Furious. C'est son film, c'est son film préféré. Il va au cinéma voir ça, lui. Donc bref, moi j'en ai pas vu. Il y en a qui peuvent essayer. Moi, j'en ai pas vu des mecs comme lui. Autant passionné, qui travaille autant. Avec, en fait, il arrivait pile au bon moment en plus. Il arrivait dans cette bascule qui devait se faire, qui était nécessaire même pour tous les médias sur le digital. Et lui, c'était le symbole de tout ça. Donc forcément, moi, je trouvais que c'était inéluctable que ce mec arrive dans les médias mainstream, serve de passerelle, serve de tremplin pour tous les autres. Je dis pas qu'il a permis à tout le monde d'intégrer mais il a permis peut-être au Club des 5, au WFC, à d'autres, de crédibiliser les productions de contenu autour du foot qui étaient faites par nous, qui étaient faites sur YouTube. Et ça, c'est tellement un passionné, c'est tellement un dingue de foot. Il est devenu incontournable aujourd'hui. Je suis désolé, mais dans le paysage du foot, il est devenu incontournable. Donc, ce mec-là, il est désiré par tout le monde parce que c'est juste normal. C'est juste normal. Moi, je disais non parce que, à la base, parce que je l'ai connu. Alors, je ne l'ai pas connu en 2017, moi, Walid, j'ai dû le connaître en 2014, je crois, un truc dans ce genre-là. Et, quand tu travaillais chez Jules. Et Walid, en 2014, c'est juste, entre guillemets, juste un mordu de foot. Et c'est à force d'avoir bossé, c'est à force de s'être aussi instruit pour connaître les codes et pour apprendre les codes qu'il a réussi à développer plein de trucs. Moi, je te donne un exemple, mais au moment du Covid, il me disait non mais moi je peux pas faire d'interview, je sais pas faire ça. Et puis finalement il a commencé à faire des lives Instagram. Je lui ai dit mais ça sera naturel, ça sera tu le feras au fur et à mesure. Et au final ça a été un super intervieweur pendant le Covid et il a appris de ces trucs là. Ce qui est hyper fort avec Walid, c'est que oui, mais sans interviewer. Ouais, c'est l'interview sans interviewer. Ouais, c'est qu'il parle avec un pote. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est une force. Mais voilà, quand tu dis qu'il a cette capacité en un claquement de doigts de mettre son interlocuteur au même niveau que lui. Il dit moi je connais le ballon. Toi t'es dans le ballon, moi je connais le ballon. Donc tu peux y aller, moi je vais te poser les questions qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il a maintenant qu'il est très proche de beaucoup de personnes dans le foot, c'est qu'il a cette proximité, et lui comme nous tous, on n'a jamais fait sentir, j'imagine, des relations avec les gens qu'on peut connaître aujourd'hui dans le foot, des relations par intérêt. C'était toujours quelque chose de naturel, tu vois ce que je veux dire, de naturel, de bien pensant, juste parce que et tout en gardant notre œil de fan, parce que lui c'est un fan.
Ouais, c'est un fan. C'est un fan de foot, et c'est bien aussi de garder cette insouciance qui va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans le relationnel, parce que aujourd'hui les gens vont sentir le regard du journaliste très détaché, qui est pas forcément connecté à ce que tu vas faire avec ce qui se passe. Et ça, je trouve que lui, c'est vraiment sa grande force, c'est sa relation humaine qu'il va avoir avec le milieu. Et ça, c'est surtout, il a une très très grande humilité. C'est-à-dire que si. En vrai, dans le boulot, il a une très très grande humilité. Il va. Oui, mais ça ceinture en jeu à chaque fois. Ouais, à chaque fois, il va se remettre en question. Il va essayer de se demander si ce truc-là, ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était bien ou c'était pas bien. Si c'était pas bien, comment il fait pour le faire mieux. Il a la dalle. En fait, il a toujours eu la dalle. Il a toujours. Ouais, il sait qu'on regarde tous ses matchs. Il sait qu'on écoute tous les afters. Et c'est pas rare que tous les. De quoi ? T'as dit on regarde tous ces matchs. Tu vois, ces matchs qui commentent ? Ah, les matchs qui commentent, je croyais que genre en gros, à chaque fois qu'il fait une émission, c'est un match. Pas ces matchs Tinder. Ça aurait été un. Ça va pas, non ? Mais tous ces. Vous coupez ça. tous les matchs qui commentent, à chaque fois, en vrai, ils nous demandent ça va, je suis bien, ça donne quoi ? Mais encore la semaine dernière. Même à l'after, t'as écouté l'after, t'as pensé quoi ? Là, j'étais bien, fond, forme. Il veut juste. Faut couper. Ouais, laissez comme ça. Il veut juste s'améliorer, il veut juste être le meilleur possible, mais sans être tout seul. Okay. Il a envie d'emporter tout le monde avec lui, et ça, c'est assez remarquable. Je trouve ça que c'est assez dingue. Pour finir, on va parler un tout petit peu de foot. Alors, on sait que vous avez deux amours pour deux clubs bien différents. Bon, je vous laisserai le choix de savoir lequel est le meilleur. Mais... Bon, il y en a un qui bat l'autre, mais sinon... ouais, plusieurs fois cette saison. Est-ce que déjà, pour vous, la stat Dembélé... avant le pétrole, mais... pour moi, Dembélé, par exemple, il a le potentiel d'être Ballon d'Or cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, c'est vrai. T'es sérieux ici ? On embrasse Ousmane. Non, il y a un problème avec enfin, moi j'ai un problème de base avec le Ballon d'Or, c'est que aujourd'hui le meilleur joueur ça doit récompenser le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui le meilleur joueur de football du monde, c'est pas Ousmane Dembélé. Bah non. Aujourd'hui c'est le numéro 8 du Barça. Voilà. Ça arrive à moi après. Ouais, okay, non mais voilà, pour moi, ça doit être récompensé le meilleur footballeur. Après, si tu mets les accomplissements et tout, s'il te prend une Ligue 1 vaincue, s'il te prend une Champions League, et avec les stats qu'il a, bah évidemment que il doit faire podium si on respecte les critères. Mais après, tu as l'impression que voilà, les critères peuvent être interprétés différemment au fur et à mesure des années. Mais évidemment, Ousmane Dembélé sera dans la discussion. Mais c'est que moi, c'est trop une question de sensibilité quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière autour du Ballon d'Or, tout ce que ça a déchaîné, alors qu'un Rodri est totalement légitime, un Vinicius est totalement légitime. La manière dont on a disrespect Modric pendant je sais pas combien d'années. C'est ça le truc. Il avait pris un ballon d'or. Et en fait, moi aujourd'hui, Messi et Ronaldo. Moi, tu me demandes de voter, la ligne de stade de Pedri, elle est. Mais c'est que tous les matchs, il est élu homme du match. il roule sur tout. Je suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui pour moi, je le donne à Pedri, mais ça, c'est mes critères à moi. Si tu me donnes les critères officiels. Ouais, à la fin, quand la Ligue des Champions va être soulevée, si Dembélé il est sous la coupe, en fait, je vais pas pouvoir lutter très longtemps. Moi, alors déjà, j'ai un vrai désintérêt personnel pour ce qui est le Ballon d'Or. Enfin, c'est pas que j'en ai. Pour le foot aussi. C'est bien, je suis content s'il y a un mec qui l'a que j'aime bien, je suis content pour lui. Mais je vais pas mourir si j'ai un de mes. Enfin, 2018, pour moi, je trouvais que le Ballon d'Or devait être Raphaël Varane. Parce que palmarès avec le Real, palmarès avec l'équipe de France, importance dans le Real de 2018, importance dans l'équipe de France de 2018, dans l'identité que les équipes pouvaient avoir. Je trouvais que c'était le meilleur représentant. Il avait fini 7ème cette année, je crois. 7 ou 8, je crois. Mais voilà, il a pas gagné. Mais c'est pas grave, tu vois, ça m'a pas. Et en fait, pour revenir à Dembélé, il y a tellement de critères en fait, c'est des critères qui sont codifiés. C'est les performances individuelles, collectives, l'aura. Il y a aussi le fair play, le fair play, etc. C'est pour ça que tu le donnes pas à Rafinha, par exemple. Et au milieu de ces codes-là, c'est pas on décide tous ensemble, allez, on procède au vote, allez-y, on fait à main levée. C'est chacun, il y a je sais pas combien de mecs partout dans le monde qui vont décider, et ça va être un système de points. De 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, etc., etc. Et après, tu fais les totaux. Ce qui fait qu'en fait, toutes les conclusions qu'on peut avoir et toutes les oppositions qu'on peut avoir entre deux joueurs qui vont finir premier et deuxième, elles n'ont pas vraiment de sens, en fait. Tu vois, s'il répond pas comme ça, tu me dis Dembélé, oui, et...
Non, on n'en parle plus. Non, mais après Dembélé, si tu me dis que le meilleur joueur de l'équipe qui a raflé le plus de titres remporte le Ballon d'Or, bah, je te dis ok. Donc Dembélé, il va dedans. Maintenant, le niveau Ballon d'Or, ça veut tout rien dire, tu vois. Est-ce que c'est le joueur le plus important du PSG cette saison? Pas loin quand même. Bah déjà, tu dis pas loin, donc déjà, ça veut dire que pas loin, c'est pour que tu vois. Ah oui, mais est-ce qu'un Neves c'est pas plus important aujourd'hui? Est-ce qu'un Neves c'est pas plus important au Paris Saint-Germain qu'un Dembélé? Je pense pas. C'est un peu spécial dans les équipes collectives de sortir un seul mec. Donc c'est ça le problème. Je pense que Dembélé, le nombre de buts qu'il te marque cette année. Combien de gens ont dit l'année dernière mais... Est-ce que Rodri est le meilleur joueur de Manchester City l'année dernière? Combien de gens l'ont dit ça? Alors que c'est Rodri qui a eu le Ballon d'Or. Est-ce que c'était Rodri le meilleur joueur de l'Espagne? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors il y en a qui vont dire Yamal, et en fait c'est trop. C'est un ensemble de choses qui est tellement compliqué, mais moi, et d'ailleurs, et pour revenir sur Dembélé, tu dis est-ce que tous les buts que met Dembélé, enfin, s'il les met pas, c'est pas la même chose. La première chose qu'il dit Dembélé quand il marque un but, c'est que c'est des buts faciles. Ouais. C'est que c'est des buts faciles parce que c'est le bout de chaîne, d'un truc collectif. Donc c'est un peu spécial. Jamais j'aurais imaginé depuis les 5 dernières années que Ousmane Dembélé. Rafinha non plus, qu'il soit top 3 non plus. Ouais, mais Rafinha, t'as peut-être que le côté Barça, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais si tu me dis, il y a 5 ans, ce mec-là, Ousmane Dembélé, il sera sur le podium des favoris pour un Ballon d'Or. Au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain. Mais pas il y a 5 ans, à 2024. L'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, tu me poses, je suis mort de rire. Ouais, on est tous morts de rire parce que toi, l'année dernière, il devait te rendre dingue, Dembélé. Non. Ouais, d'accord, t'as tout vu, t'en as compris. On a l'oracle là, en fait. On a l'oracle du foot. Après, l'année dernière, il est décisif face au Barça aller-retour. Oui, d'accord, mais il lui manque juste la finition parce que dans le jeu, il est très fort. Mais c'est quand même un problème du coup pour avoir un Ballon d'Or. Gros problème, mais qu'il a réglé cette année du coup. Donc tant mieux pour lui, mais tu peux pas me faire croire que c'était. Waouh, mon foot quoi. Bon, pour parler un peu de l'OM, Thomas t'a dit quand même que ton souhait, c'était quand même d'avoir une saison de Marseille calme. Est-ce que tu penses... J'ai dit ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux dire comme connerie? Est-ce que tu penses que c'est possible à Marseille d'avoir une saison calme? Pas une carte joker. Et pourquoi ça l'est pas? Est-ce que tu penses que c'est de la faute des dirigeants, des supporters, des joueurs? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai habité. T'en sais rien de quoi? Si ça peut être calme, bien sûr que tu sais. Ça peut pas être calme. Mais si ça peut. Ça peut pas être calme. Non, mais je pense que les gens ils aiment Marcelino, pas ça. C'est un entraîneur calme. En vrai. Non, mais premier degré. 7 matchs. Marcelino, c'est un entraîneur calme. Qu'est-ce qu'on a dit à Marcelino au bout de 5 journées où il n'avait pas perdu en Ligue 1? Ça colle pas. Les mecs calmes, ça colle pas à Marseille. Les ambiances calmes ne collent pas. Alors après, on peut trouver ça bien, pas bien, etc. Chacun juge comme il veut. Mais le fait est que ça peut pas être calme. Ça peut pas, ça vit l'essence même du club, la manière dont ils vivent leur amour pour le club est quelque chose d'irrationnel. Donc forcément, ça peut pas être calme. Non, mais la folie et la passion que dégage ce club contamine forcément les instances et ce qui se passe au club. Moi, j'ai eu la chance d'habiter cette ville pendant 7 ans. Mes parents maintenant habitent dans la région. Et cette ville, je la connais pas par cœur, mais chaque fois que j'y vais, c'est pas de la masturbation de dire que cette ville vit pour l'OM. C'est vrai. Tu habites dans cette ville, tu le ressens. Quand l'équipe perd, la ville elle est triste et c'est pas. C'est vrai, c'est trop bien. Mais c'est pas. J'ai fait classico l'année dernière. Non mais c'est vrai, c'est pas du pipeau de dire ça. C'est que tu le ressens vraiment sur les gens. Donc du coup, c'est obligé que ça impacte ça. Et du coup, moi je parle toujours de Pape Diouf, où lui, il avait su cerner le contexte marseillais. Et c'est hyper important. Et je trouve que moi, aujourd'hui, que l'OM traverse une crise identitaire qui est assez forte. Et c'est peut-être pour ça aussi que le club change tout le temps. Je trouve vraiment que moi, la dernière fois que je me suis vraiment reconnu dans cet OM, oui, il y a eu l'époque Guéretz, donc sous Pape Diouf, et en vrai, Rudy Garcia. Toi, je trouvais que... Ouais, il y a eu Deschamps après. Deschamps aussi. Oui, il y a eu Deschamps, mais c'était c'était après. Ouais, la période. Il y avait ça aussi. C'était la continuité. Oui, mais c'était sur une année. Je trouvais que la première saison de Rudy Garcia, je trouve qu'elle symbolisait quand même pas mal. Et je trouve que l'homme aujourd'hui traverse une crise identitaire assez forte. Où moi, je suis désolé, Paris peut s'identifier à des joueurs et avec des jeunes du centre de formation. Monaco, ils ont assez souvent des jeunes qui les relient un petit peu à une identité. Attends, pour toi, ça vient que du fait qu'il n'y ait pas de Mino ? Non, pas que ça. Je te dis comment tu crées de l'identité sur ton club. Tu vois ce que je veux dire ? Outre ton logo, ton stade et tes supporters. Moi maintenant, parce que le terrain, c'est eux qui vont te excusez-moi pour l'expression, qui vont te faire bander tous les week-ends et qui vont te faire suivre cette équipe. Aujourd'hui, je trouve que c'est mon avis. Il n'y a pas grand-chose qui me raccroche à l'équipe
par rapport au contexte marseillais. Et parce que les mecs, quand ils viennent là, enfin, je prends l'exemple d'un. Je dis ça pour je te prends Benatia est le seul qui, je trouve, arrive à entretenir cette flamme identitaire. Mais je te prends l'exemple d'Iliman Ndiaye, qui l'année dernière est arrivé. Ils ont essayé de faire jouer la fibre marseillaise avec. Ça lui a pété à la gueule. Mais c'était trop. En fait, c'était trop pour lui, tu vois. Et tu parles à des mecs qui sont marseillais de naissance, quand ils viennent à l'OM, c'est un truc qui est au-dessus d'eux, tu vois. Et donc forcément, ça peut pas. Le dernier qui a su le gérer, c'est André Ayou. Ouais. Et lui j'adorais ce joueur parce que c'était un vrai symbole. C'est pour ça que c'est vrai que cette équipe de Bielsa, elle puait l'OM. Il faut ce côté, il faut des mecs du sérail, je pense. Je pense que c'est obligatoire, mais du coup, c'est pas évident à trouver. Mais il faut des aujourd'hui, mecs du sérail qui supportent la pression. et c'est pour moi, je facile, hein. vais pas dire que c'est le problème numéro 1, mais je trouve quand même que l'OM, l'équipe de l'OM, je parle pas de tout le club, mais l'équipe de l'OM, c'est un grand club, mais c'est pas une grande équipe. Parce que je trouve qu'il y a une vraie crise identitaire depuis beaucoup d'années. Et que ça peut être une des explications. Alors, évidemment que le président, tous les choix qu'il va faire vont contribuer. Non, mais ils ont vrillé cette année aussi. Ouais. Il y a un moment aussi, on peut le dire. Ils ont vrillé. La parano qui existe chez les supporters, elle existe aussi dans le club. Et ils ont vrillé. C'est un club de fous, c'est une ville de fous, mais c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on la déteste tous les week-ends. Enfin, je pense que c'est pour ça. Et je pense que ça va être le mot de la fin. Merci Thomas, merci Romain. On termine là-dessus, on est sûr. On termine là-dessus. Je pense qu'on termine sur la catastrophe situationnelle de l'OM. Je pense que c'est parfait. Ouais, c'est bien. Mais no offense. Moi j'aime bien, moi. Oh, mais il n'y a aucun problème. On est habitué. Voilà, merci de nous avoir suivis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, nous dire quelle envie vous avez pour des prochains invités. Zidane, voilà, ce ne sera évidemment pas je pense que Zidane possible. dans cet appartement, ça peut être un crossover assez intéressant. Ça ne sera pas possible malheureusement, je pense. Mais Et voici Zidane, Zinedine. on fait un appel. Zidane, Zizou. si, Thomas t'invite dans le podcast, donc tu es obligé de venir. Bon, voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.